conflit mondial a des répercussions beaucoup plus tragiques immédiatement que la création d'Internet, mais le premier conflit mondial est considéré par les historiens comme l'événement qui ouvre le XXe siècle. Il est aussi la conséquence, son caractère extrêmement meurtrier et tragique est la conséquence d'une série d'innovations technologiques qui bouleversent bien en amont les sociétés industrielles. C'est plus à ces innovations technologiques que je faisais référence dans l'ouvrage en comparant à cela, à la création d'Internet, puisque la création d'Internet va amener à son tour, de la même manière que les révolutions industrielles au XIXe siècle l'ont fait, une série d'innovations et d'accélération technique, d'accélération des bouleversements des modes de vie qui ont considérablement bouleverser notre civilisation et nos modes de vie, à tel point que, même pour les gens qui ont connu l'avant Internet, il peut sembler presque difficile de concevoir aujourd'hui un monde sans Internet et sans smartphone. Et pour les générations qu'on appelle millennials, pour reprendre le terme à la mode, je me demande s'il est même possible de le concevoir. Les 15 ou 14, 18 ans ou 14, 20 ans connaissent, évidemment, utilisent des applications sur leur téléphone, sur leur ordinateur, que ne connaissent pas forcément leurs aînés. Les utilisent peut-être de manière plus intuitive. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont plus à l'aise, comme le suggérait par exemple Michel Serres dans Petite Poucette, avec les nouvelles technologies. Tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas plus que leurs aînés la manière dont ça fonctionne, en fait. Et donc finalement, ils sont tout autant que leurs aînés, ils sont prisonniers d'un schéma d'utilisation qui leur est finalement imposé de manière très subtile mais très efficace par les entreprises qui développent ces applications et qui donnent l'impression à l'utilisateur que l'intuitivité dont l'utilisateur peut faire preuve face à son téléphone ou telle application, eh bien, en fait le maître de l'univers des nouvelles technologies. Donc je ne pense pas que les nouvelles générations soient forcément plus à l'aise, qu'on le dit, avec les nouvelles technologies, ou qu'elles les comprennent, du moins qu'elles les comprennent mieux. C'est un univers de bases de données, de câbles qui relient les différents serveurs, les bases de données, donc tout ça est très concret, tout cela coûte de l'argent, tout ça en fait ce sont des infrastructures industrielles qui sont possédées par des acteurs privés ou qui sont possédées par des acteurs publics, qui réclament beaucoup d'investissements et beaucoup d'argent pour construire bien ces bases de données qui vont accueillir des terabits et des terabits de données, et là c'est un vrai défi technologique, faire passer les câbles sous-marins pour permettre de relier les différents pays du monde, les différentes villes du monde à Internet. On voit d'ailleurs que dans les pays les moins dotés, ça peut créer des incidents très, très embêtants. Je me rappelle, j'avais eu l'occasion il y a plusieurs années d'aller au Togo. Et le Togo est relié à Internet par un câble sous-marin, et au moment où j'y étais, il y a eu un accident et ce câble a été coupé. Là, le pays a été coupé d'Internet pendant une semaine, et donc du coup il y avait une queue de 2 à 3 heures, 2 à 3 heures de queue en fait devant le centre culturel français, qui était le seul endroit de Lomé, la capitale, qui était relié à Internet par une connexion satellite en fait. Et donc du coup il n'y a pas d'Internet dans tout le pays, les gens convergeaient vers ce seul endroit. Il y avait, je précise qu'il y avait 4 ordinateurs disponibles en fait. Ce qu'on appelle la souveraineté numérique, c'est-à-dire le fait de posséder ces infrastructures physiques qui permettent aussi finalement de contrôler une partie du réseau, de la bande passante mondiale du réseau. Ça ne s'applique pas à beaucoup de pays. Les États-Unis, évidemment, qui ont une souveraineté numérique indéniable, et dans une certaine mesure peut-être aussi la Russie, qui profite en fait des recherches qui vont être entreprises et du développement industriel lié au développement de l'Internet soviétique. En fait, c'est une part de l'histoire qu'on connaît assez mal, mais très intéressante, et qui fait que les Russes possèdent en fait un réseau physique qui leur permet de revendiquer une certaine souveraineté numérique, ce que ne possède par exemple pas tout à fait l'Europe. Freenet, c'est un logiciel qui permet d'accéder à ce qu'on appelle un réseau caché ou un réseau parallèle, c'est-à-dire un darknet. Donc le terme darknet a été très popularisé dans les médias ces dernières années, désignant de manière un peu
un peu fantasmé une sorte de face cachée d'Internet. Donc en réalité, un Darknet, puisqu'il y en a plusieurs, en fait, un Darknet, c'est tout simplement un réseau parallèle qui se superpose au web, qu'on utilise tous les jours, à la toile, et auquel on accède eh bien, par des protocoles spécifiques sur lesquels les données sont chiffrées, enfin cryptées, ce qui garantit en théorie un certain anonymat quand on va se balader sur ce réseau. Freenet est un logiciel, c'est un réseau, un darknet parmi d'autres. On peut citer le réseau Tor, qui est peut-être le plus connu à l'heure actuelle, TOR pour The Onion Router, le réseau I2P, donc ce sont les trois plus connus. Donc, Freenet est un darknet au même titre que Tor, donc c'est un réseau sur lequel qui héberge comme tout réseau internet des sites, et ces sites ne sont pas référencés par les moteurs de recherche. On ne peut pas trouver l'adresse d'un site hébergé sur Tor ou sur Freenet en faisant une recherche Google. Il faudra installer Freenet ou installer Tor, et leur navigateur, leur moteur leur navigateur dédié pour pouvoir accéder à ces darknet, c'est-à-dire à ces réseaux cachés, réseaux parallèles. Il aurait pu l'être, et c'est d'autant plus déchirant d'évoquer cet épisode. Il aurait pu l'être parce que on évoque souvent l'exemple du Minitel, qui est alors souvent de manière un peu moqueuse, mais en fait le Minitel c'était pas si ridicule que ça. À l'époque, les Américains étaient même venus voir ce que faisaient les Français et s'en inspiraient largement pour développer à côté leur système ARPANET qui a précédé Internet. Mais il aurait pu l'être parce que grâce à Louis Pouzin, un ingénieur des télécoms, qui est le premier à avoir développé le système de la transmission des données par paquet de données. Alors, pour expliquer très simplement ce que c'est que le système de transmission de données par paquet de données, imaginez que vous êtes à la cantine et que vous commandiez un poulet frites. Si le cuisinier vous transmet directement le poulet frites, c'est une transmission directe. Par contre, il peut aussi vous hacher en petits morceaux votre poulet frites et vos frites, et puis passer les petits morceaux à vos différents voisins qui vont ensuite vous passer les différents morceaux que vous allez réunir. Donc c'est évidemment dans une cantine, ce mode de transmission de la nourriture est absurde. Par contre, sur Internet, ça a tout son sens puisque ça permet à l'information de passer par des canaux non engorgés et ça évite les embouteillages en fait sur le réseau. Donc ce monsieur, Louis Pouzin, en fait, travaille sur ce système de la transmission par paquet de données, transmission d'informations par paquet de données, dans un projet qui est financé par le gouvernement français sous Pompidou, qui s'appelle le projet Cyclade. Malheureusement pour lui, l'administration française et notamment l'administration des PTT pense que justement le système qui est utilisé par le Minitel, qui est un système beaucoup plus centralisé, est plus viable. Et le financement du projet Cyclade va s'arrêter. C'est une décision de Valéry Giscard d'Estaing, le président de la modernité, mais qui là, a laissé passer un peu le train de la modernité. Enfin, il a laissé passer à côté de lui le TGV de la modernité plutôt. Donc il arrête le financement du projet Cyclade en 1974. Et eh bien, ce sont les États-Unis qui vont, eux, continuer à travailler sur ce protocole en fait, de transmission des informations sur le réseau et qui vont le mettre en application avec ARPANET, puis avec Internet. En l'espace de quelques années, le protocole TCP/IP, Transmission Control Protocol, va devenir le protocole universel en fait. Bien, on connaît le sort malheureux du Minitel, hein, qui a d'ailleurs, c'est un paradoxe, qui a d'ailleurs ralenti de plusieurs années l'intégration de la France dans l'économie numérique. Parce que le Minitel, dans un premier temps, a été quand même un succès industriel et technique. Le problème, c'est que le Minitel a été un succès industriel et technique qui n'a concerné au bout d'un moment que la France. Et donc, quand le Minitel a été abandonné et que la France est passée à Internet, il a finalement, paradoxalement, fallu rattraper quelques années de retard pour pouvoir rester dans la course. Google a été créé par deux petits génies, en fait, deux étudiants de l'université c'est Palo Alto en Californie, enfin de la Silicon Valley, en fait. Sergey Brin, dont les parents ont émigré d'Union soviétique aux États-Unis, qui est un petit génie des mathématiques, et Larry Page, en fait, qui va rencontrer donc Sergey Brin sur un campus en Californie.
Et donc, pour la petite histoire, ils vont commencer à... En fait, l'idée de génie qu'ils ont eue, c'est d'adapter le système de référencement universitaire des articles au référencement des recherches sur Internet. C'est-à-dire que quand on fait une recherche sur Google, l'algorithme de Google va aller chercher en fait, les occurrences en prenant en compte en fait, les résultats en fonction des pages les plus lues comment dire, du nombre de liens qui existent sur tel ou tel site et de la popularité de tel ou tel site. Ce qui fait que, par exemple, si on lance un blog et qu'on veut lui faire avoir rapidement une audience assez importante, c'est toujours conseillé de multiplier les liens dans son propre blog parce que l'algorithme de Google va, du coup, classer un peu mieux ce blog dans sa chaîne de résultats. Alors, en fait, c'est assez amusant d'ailleurs parce que les deux se basent sur un système qui est en fait universitaire, c'est-à-dire que l'obsession des universitaires, souvent, c'est de regarder d'abord dans un livre, en fait, qui les cite. Et les deux, en fait, évoluent d'abord dans un univers universitaire, en fait. Enfin, quand ils se rencontrent, ils s'apprêtent tous les deux comment dire, à démarrer, je crois, l'équivalent du doctorat. Donc, ils connaissent bien ce système et donc ils l'appliquent au référencement, à leur projet de moteur de recherche. Il existe déjà des moteurs de recherche à ce moment-là. L'ancêtre, c'est le moteur de recherche Archie. Il y en a d'autres, mais Google va rapidement devenir le plus efficace. Au départ, ils ont commencé dans le garage de Page, il me semble, et il se trouve qu'ils cherchent des investisseurs et on leur propose de racheter, en fait. Eux réclament 1 million de dollars, on leur propose 750 000. Et puis après, comme une discussion qui est assez longue, inconciliable, il refuse cette offre. Alors, si je ne me trompe pas d'ailleurs, c'est AltaVista, je crois, qui propose de racheter Google. Offre refusée, puis du coup, en fait, les dirigeants d'AltaVista en fait, refusent de surenchérir, en fait, refusent comment dire, de donner 1 million de dollars à Page et Brin. Et puis bah, finalement, ce qui va se passer, c'est que 10 ans plus tard, Google est l'une des entreprises les plus cotées en bourse et AltaVista a disparu. Donc quelquefois, il vaut mieux rater une affaire en fait. Les enjeux qui sont liés à Google et les enjeux qui sont liés à l'utilisation planétaire de Google, puisque aujourd'hui c'est plus de 3 milliards d'utilisateurs quotidiens, en fait. Tout le monde fait sa petite prière à Google. En fait, Google est devenu le grand confesseur numérique mondial. Voilà, tout le monde se confie à Google, lui confie ses prières et ses requêtes. Il y a même d'ailleurs, de manière assez rigolote, il y a une église, un truc un peu parodique, une église de Google qui s'est créée pour démontrer en 9 points que Google est un dieu, parce que Google est omnipotent, Google répond toujours aux prières, Google est omniscient, etc. Mentalplex est un poisson d'avril qui a été lancé par Google en 1998, donc les premières années de sa création. Donc les deux fondateurs de Google ont pris l'habitude de chaque année de lancer un poisson d'avril, donc à la date du 1er avril. Alors Mentalplex, je ne sais plus si c'est 1998 ou si c'est un petit peu après, enfin c'est les premières années d'existence de Google, et c'est un poisson d'avril très drôle, mais en même temps c'est moins drôle quand on donc il est lancé en 2000. C'est moins drôle quand on y pense maintenant. C'est drôle sur le moment parce qu'en fait, le poisson d'avril est le suivant, c'est-à-dire que Google, en fait, le 1er avril, annonce à ses utilisateurs qu'il a développé un nouvel outil révolutionnaire qui s'appelle Mentalplex. Et donc cet outil permet, en fait, au moteur de recherche Google de lire dans les pensées des utilisateurs de Google pour pouvoir affiner ses résultats de recherche et savoir même, avant même que l'utilisateur n'ait formulé sa requête, quelle requête l'utilisateur va formuler et pour pouvoir lui donner les résultats de recherche les plus parfaits. Et donc, il y a un lien sur la page de Google, comme aujourd'hui, comment on appelle ça, les doodles, en fait. Donc, on peut cliquer sur le lien. Donc, là, l'utilisateur découvre une page, une sorte de guide d'utilisation de Mentalplex, où on explique que les résultats donnés par Mentalplex, alors, ils sont rigolos parce qu'ils utilisent tout un vocabulaire lié un peu à la SF, de manière très ironique. Donc, en fait, les résultats donnés sont liés à
l'harmonisation des ondes cérébrales de l'utilisateur avec son ordinateur, avec les conditions météo, avec le taux d'oxygène dans l'air, enfin tout un tas de choses. Et donc, ce qu'il y a d'amusant, c'est que dans le Poisson d'avril de l'époque, il y a une petite phrase qui dit la société Google assure ses utilisateurs qu'elle ne fera aucune utilisation malveillante des pensées récoltées dans le cerveau des utilisateurs, entre parenthèses, sauf si on nous offre une somme très importante. Donc en 2000, c'est rigolo en fait de lire ça. En 2018, évidemment, Google n'est pas capable de lire dans les pensées, enfin on l'espère, pas pour l'instant, mais ça fait moins rire en fait, puisque avec un volume de plus de 3 milliards d'utilisateurs par jour, et le nombre de choses que les gens peuvent demander à Google, je dirais dans l'intimité en fait enfin, entre eux et leur... ça restera entre vous et votre fournisseur d'accès en fait. Mentalplex, ça résonne différemment en fait, puisque ce sont non plus des terabits, mais des étabits de données en fait. C'est l'unité de compte informatique la plus élevée à l'heure actuelle, qui sont collectés par Google et qui sont stockés dans justement ces bases de données dont on parlait tout à l'heure, qui sont d'ailleurs principalement basées en Virginie, en Caroline du Nord aussi je crois, dans Massachusetts. Donc du coup, Mentalplex, c'était une blague, ça le devient un petit peu moins en fait aujourd'hui. Google est tout de même aujourd'hui à une position de domination, je dirais presque totale en fait, dans l'économie numérique aujourd'hui. Donc c'est un géant industriel, c'est un géant économique, c'est aussi en termes de renseignement électronique, c'est aussi aujourd'hui peut-être l'outil en termes de renseignement électronique de masse le plus efficace qui existe, puisque comme je disais juste avant, tout à chacun se confie à Google. Donc ça donne, Google est une entreprise privée, mais elle est basée aux États-Unis. Je parlais tout à l'heure de souveraineté numérique, ça donne tout de même aux États-Unis une force de frappe dans l'économie numérique que personne d'autre ne possède à l'heure actuelle. Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, raconte sa rencontre qui a eu lieu en Angleterre au moment où justement Assange va avoir tous les problèmes du monde avec le gouvernement américain. Il n'est pas encore enfermé dans son ambassade d'Équateur, donc il rencontre Eric Schmidt, PDG de Google, ou plutôt de l'entreprise Alphabet. Donc il y a cette rencontre au sommet entre le PDG le plus puissant du monde et Assange, qui fait un petit peu figure aussi, on va dire, quelque part de ponte de la culture alternative, le plus puissant du monde aussi en fait. Et Assange met en avant en fait dans le bouquin dans lequel il raconte cet entretien, il met en avant le fait qu'avec Eric Schmidt, il y a aussi tout un parterre d'officiels américains qui accompagnent Eric Schmidt, et Assange met en avant évidemment la relation incestueuse qui s'est établie entre le gouvernement américain et Google. Google développe aussi maintenant, à travers sa société Calico, les recherches génétiques et les recherches dans le domaine de l'intelligence artificielle, et notamment des recherches qui vont dans le sens de la programmation génétique, en fait, c'est-à-dire la capacité à la fois décoder le génome humain, à le reprogrammer. On est peut-être encore là un peu dans le domaine de la science-fiction, mais disons que ça peut ouvrir sur des extrapolations un peu inquiétantes aussi, en fait. J'avais oublié le CLUF, alors qu'il ne faut surtout pas oublier le CLUF. Le CLUF, en français, c'est le contrat de licence utilisateur. C'est le truc qu'on nous demande de lire quand on installe un logiciel, qui fait 30 pages ou 40 pages et qu'on fait défiler à vitesse rapide en cliquant sur « Accept ». En réalité, le CLUF, en fait, établit toute la relation entre l'utilisateur d'un logiciel et l'entreprise qui développe ce logiciel. Évidemment, si on installe un logiciel de dessin sur son ordinateur, en fait, les conséquences vont être minimes. Quoique une entreprise britannique qui vendait des jeux vidéo s'est quand même amusée à inclure une clause dans son CLUF, dans son contrat de licence utilisateur. Une des clauses du contrat, c'était en cliquant sur « Accept » et en installant tel logiciel de jeu, j'accepte de vendre mon âme à Satan.
Et en fait, c'était un jeu concours lancé par la maison de la boîte de jeux vidéo, et ils se sont aperçus que 99% des gens n'ont absolument pas remarqué cette clause, et en fait, ils ont offert, je crois que le prix, c'était assez rigolo, parce que c'était un bon pour une panne de bière et un jeu vidéo gratuit, à ceux qui ont remarqué la clause et qui l'ont fait remarquer qu'envoyer un courrier. Alors, il y a des conséquences un peu plus embêtantes que ça, notamment, évidemment, en ce qui concerne les produits de Microsoft, quand on installe Windows, ou quand on s'inscrit sur Facebook et qu'on lit à vitesse rapide les conditions d'utilisation. Puisque alors, Facebook a été récemment obligé de modifier un peu, vu les problèmes qu'ils ont eus de ces conditions d'utilisation, mais bon, ça reste toujours très, très nébuleux, mais en gros, on accepte finalement plus ou moins que son image, ses contacts, les données apportées à Facebook, les métadonnées, c'est-à-dire pas les données c'est le contenu, les métadonnées c'est par exemple la durée d'un message, la géolocalisation de l'expéditeur, du destinataire du message. Donc on accepte que toutes ces données soient utilisées par les sous-traitants de l'entreprise Facebook ou par Facebook à des fins commerciales. Donc c'est-à-dire que ça laisse quand même l'utilisateur dans un certain flou artistique quant à l'utilisation qui peut être faite de ces données. Et on a vu, alors Cambridge Analytica a mis ça en lumière, mais que ces données d'utilisation ont pu être utilisées par exemple à des fins électorales. Cambridge Analytica, c'est pas du tout une première en fait. Le Facebook a déjà mené en fait des études statistiques à grande échelle sur son panel, sur des millions d'utilisateurs, pour déterminer à peu près comment les gens votent en fonction du message, de la manière dont Facebook, par exemple, organise son fil d'actualité. En fonction si le fil d'actualité est orienté sur les publications des amis ou sur sur les clics de l'utilisateur Facebook, le fil d'actualité va être modifié, on va lui appliquer un algorithme différent, et donc Facebook a déjà mené des études de grande ampleur, notamment une étude en 2012 qui avait été révélée en 2014 par le journal The Guardian, dans lequel Facebook avait expérimenté sur plus de 200 millions d'utilisateurs la manière dont vraiment les manipulations du fil d'actualité pouvaient influencer psychologiquement les utilisateurs de Facebook, et donc en diffusant par exemple des fils d'actualité ne contenant que des nouvelles négatives ou des nouvelles positives. Et puis en regardant ensuite comment les utilisateurs qui avaient été exposés à un fil d'actualité très déprimant ou un fil d'actualité exagérément optimiste allaient réagir face aux annonces commerciales qui pouvaient être insérées sur Facebook. Autre exemple aussi, les faux amis ou les amis, c'est quelque chose que la firme Facebook a pratiqué aussi, c'est-à-dire de proposer à un utilisateur, voilà, on vous rémunère si vous acceptez de faire remonter une partie des données générées par votre propre trafic d'amis, ou si vous allez même plus loin, si vous acceptez de suggérer l'utilisation de tel produit commercial. C'est des initiatives que Facebook a prises dès les années 2010, c'est-à-dire sous couvert de proposer à certains utilisateurs de participer à des expérimentations ou des sondages pour mieux faire fonctionner Facebook, proposer à des utilisateurs, voilà, je sais pas, pendant une semaine, de faire de la pub pour tel ou tel produit, en fait, ou pub pas directe, en fait, mais de suggérer l'achat, en fait. Il faut bien lire le CLUF, puisque tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on est en droit de faire avec tel ou tel logiciel, ou tout ce qu'on n'est pas en droit de faire, tout ce que l'entreprise qui développe le logiciel est en droit de faire et tout ce qu'elle n'est pas en droit de faire est déterminé par le CLUF. Les données que nous générons continuellement en utilisant des dizaines et des dizaines d'applications différentes, puisque là je prends les exemples de Facebook ou de Google qui sont les plus connus, mais on utilise des dizaines d'applications différentes sur les téléphones ou sur les ordis. Donc ces données qu'on génère constamment sont utilisées ensuite par ces entreprises à des fins commerciales. C'est une pratique que l'Europe a tenté de réguler très récemment avec le règlement général sur la protection des données personnelles, le RGPD. Si vous avez peut-être remarqué que depuis quelques semaines, en fait, quand vous allez sur un site internet,
hop, vous avez un questionnaire qui pop et puis on vous demande de cocher ou décocher tel item en vous avertissant, voilà, est-ce que vous acceptez que vos données de connexion soient utilisées à des fins publicitaires, puis vous êtes invité à cocher ou décocher dans une liste. Un ancien officier de la Stasi interviewé pour les besoins d'un documentaire qui s'appelle Nothing to Hide a déclaré, mais si on avait eu ça du temps de la Stasi, mais ça aurait été merveilleux, quoi. Vous avez réalisé tous nos rêves. Donc en termes de collecte pure de données, les GAFAM font bien mieux que la Stasi. La masse de données que nous acceptons de livrer aux entreprises numériques, de notre plein gré, est absolument sidérante. Statut Facebook, messages privés, numéro de carte bancaire, numéro localisation d'appel, enfin, en l'espace de quelques heures, n'importe quelle entreprise privée ou publique ou institution privée ou publique qui a accès à ces données est capable de redétailler votre emploi du temps quasiment minute par minute, en fait. À moins d'avoir décidé soi-même de ne pas avoir de téléphone portable, de ne pas avoir de connexion Internet, d'aller vivre dans une ferme au fin fond du Massif central. Donc, en termes de collecte de données, oui. Maintenant, en termes d'analyse de ces données et d'analyse de données, peut-être pas, en fait, parce que ce sont des masses de données énormes qui sont collectées. Ça représente, je voyais la comparaison qui me semble assez parlante, ce que Facebook a collecté depuis 2006, c'est-à-dire depuis que le Facebook est lancé en 2005, je crois, enfin est connu du grand public en 2005. Depuis 2006, Facebook a récolté à peu près 300 fois ce que la bibliothèque du Congrès américaine, qui est en volume de documents la plus grande bibliothèque du monde, a collecté depuis sa création. Donc c'est une masse de données énorme, mais quand on a une masse de données aussi énorme, le problème est ensuite de la trier, de la lire, de l'analyser et d'en faire quelque chose. Donc il y a deux usages qui peuvent en être faits, l'usage commercial dont on parlait tout à l'heure, puisqu'on parlait de la Stasi, maintenant il y a l'usage aussi sécuritaire, en fait. Là, il faut des armées d'analystes pour pouvoir décrypter des millions de fils de discussion Facebook. Donc, si on n'a pas, en fait, s'il n'y a pas d'indices, en fait, à la base qui permettent d'orienter sur tel ou tel individu, c'est quand même très difficile. Maintenant, l'inquiétude qui peut résider, mais il faut toujours tempérer aussi ce genre de catastrophisme, mais c'est que les algorithmes, en fait, d'analyse de données et ce qu'on appelle les machines apprenantes sont de plus en plus efficaces. Donc, du coup, en fait, à court terme, on peut disposer des instruments qui permettent justement une gestion beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide de cette masse de données qui, on peut l'imaginer, pourrait déboucher sur un contrôle des individus beaucoup plus efficace, beaucoup plus quotidien, quoi. Enfin, un Big Brother, en gros, quoi. Mais, ben, la sociabilité de salon au XVIIe, au XVIIIe, en fait, a été très importante, notamment parce que, si je prends l'exemple de la France, par exemple, pourquoi à un moment la France développe d'ailleurs une société, une culture de la conversation aussi brillante, parce que le pouvoir est autoritaire, mais les discussions, justement, paradoxalement, la présence de ce pouvoir politique assez autoritaire, finalement, va amener, en fait, les salons à devenir des lieux où la discussion se fait plus intéressante, où la discussion, enfin, ouvre un espace de discussion intellectuelle. Dans l'évolution de la civilisation française, ensuite, on va passer finalement ensuite du salon à la soirée bourgeoise et puis au bistrot, en fait, qui devient le lieu de sociabilité intellectuelle et le lieu de discussion par excellence. Et aujourd'hui, le bistrot n'a pas disparu et heureusement, on continue à être capable de discuter
discuter autour d'une table et d'un verre, mais il y a quelque part dans les réseaux sociaux, notamment dans Facebook, cette idée d'une forme de retour à une société de salon, mais alors à une échelle démultipliée, puisque à partir du moment où vous avez 50 ou 100 ou 250 amis sur Facebook et que les amis des amis peuvent aussi s'inviter, ça fait vraiment un gros salon en fait, quoi. Ce qui tend d'ailleurs à gommer aussi dans l'esprit des utilisateurs la différence entre espace public et espace privé. Qu'est-ce que c'est que Facebook exactement et qu'est-ce que c'est qu'un mur Facebook? Est-ce que c'est un espace public? Est-ce que c'est un espace privé? Il suffit qu'un article dérange un petit peu pour avoir soudain une avalanche de 600 ou 700 commentaires en fait, qui vont continuellement s'auto-alimenter. Mais il y a quand même dans la structure même des relations entre amis Facebook telles que Facebook l'a conçu, il y a cette idée en fait des salons du 18e. Il y a une autre comparaison que je fais aussi, c'est avec le Combray de Marcel Proust. Là, c'est plus sécuritaire, c'est-à-dire que dans le Combray de Marcel Proust, Combray, c'est le village donc imaginaire dans lequel Marcel Proust, enfin le narrateur, passait son enfance ou une partie de son enfance. Et donc, quand il décrit Combray Combray comme un petit village où tout le monde se connaît. Un étranger à Combray, c'est quelque chose qui n'est pas envisageable. Et au centre presque de Combray, il y a la tante Léonie, donc, qui de sa chambre, qui est toujours dans sa chambre, qui reste tout le temps dans sa chambre, qui de sa chambre guette les rues, la rue centrale de Combray où tout le monde passe, et elle sait si Madame Renard, qui va à la messe, va être en retard pour l'élévation. La tante Léonie guette tout et sait tout. Et ça m'a amusé de voir dans la recherche, dans Proust, cette évocation du panoptique de Bentham, en fait, c'est-à-dire du gardien central qui peut tout voir, puisque dans le cas des salons numériques de Facebook, il y a à la fois une sorte de panoptique symétrique et horizontale, tout le monde surveille tout le monde, ou est capable de surveiller tout le monde. Et puis il y a quand même l'idée encore qui est restée du panoptique on va dire plus centralisé de Bentham, c'est-à-dire qu'il y a quand même un surveillant général, c'est Facebook lui-même en fait, quoi. Oui et non. Internet, je dirais qu'Internet rend stupide quand il nous donne l'illusion du savoir absolu. Internet rend stupide quand il nous apprend à utiliser des machines pour pallier systématiquement toutes les déficiences de notre mémoire. Internet rend stupide quand il supprime les conversations qui peuvent durer une heure, qui pouvaient durer une heure dans un café ou à table, pour savoir, bon Dieu, mais de quelle actrice je parle ici, ou quel est ce réalisateur, et qu'on peut trouver immédiatement la réponse sur Wikipédia. Donc évidemment, Internet est aussi un fantastique instrument de recherche quand on écrit un livre, par exemple, ou un article. Maintenant, Internet donne cette illusion de l'accès au savoir absolu. J'en parlerai encore de Michel Serres, en fait, on va croire que je lui en veux, mais son idée de la petite poussette et de la mémoire externalisée. Elle est très séduisante, évidemment, sur le papier. C'est-à-dire le fait de se dire, finalement, tout est simple, puisqu'on a externalisé notre mémoire, et donc on peut trouver, en fait, des ressources mémorielles supplémentaires grâce à cette externalisation. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe quand la mémoire externe n'a plus de batterie, en fait, quoi. Comment on fait, quoi? Le jour où on coupe le courant, ça paraît, d'ailleurs, finalement, on est tellement habitué à vivre dans cette société complètement interconnectée qu'il nous paraît presque invraisemblable d'imaginer qu'on puisse un jour couper le courant. Mais ça peut arriver, en fait. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait exactement? Peut-être que Internet, au rang des qualités qu'il nous confère, habitue à faire preuve d'un esprit de synthèse peut-être plus rapide aussi. Évidemment, c'est très séduisant pour tout un tas de gens qui veulent s'adonner à des activités, différentes activités illégales. Ça dépend, là encore, peut-être des activités, pour les passer rapidement en revue. Si vous vendez de la drogue ou de la pédopornographie, évidemment, l'objectif numéro 1, c'est de ne pas vous faire identifier pour ne pas vous faire prendre.
tout en vous assurant que vous ayez des clients, en fait. Si vous êtes à la tête d'une organisation terroriste, je dirais que ça me paraît moins évident l'utilité d'un réseau qui reste quand même relativement confidentiel, sachant que un réseau djihadiste, par exemple, va vouloir développer à la fois une capacité opérationnelle. Il a des instruments plus rapides et plus simples, enfin il y a Telegram par exemple, la fameuse messagerie cryptée, et également faire du recrutement ou de la propagande, et je ne pense pas qu'évidemment que Tor ou Freenet soient les instruments les plus efficaces pour toucher, pour faire du recrutement et de la propagande. Maintenant, il n'y a pas que des criminels non plus sur ce type de réseau, il y en a, ça c'est clair, enfin, on peut acheter le marché de la drogue notamment, se démocratise et se popularise de plus en plus sur Tor notamment. Il y a aussi énormément de choses qu'on trouve sur l'Internet classique, c'est-à-dire des blogs, des sites politiques, des sites de musique, de vidéos, etc. On parlait des armes, de la drogue, du terrorisme, de la pédopornographie, il y a aussi les tueurs à gages. Alors maintenant, la question c'est de savoir, en fait, parce que évidemment, j'ai pas non plus cherché à le savoir, je l'avoue, mais c'est ce qui me vient à l'esprit à chaque fois que j'ai pu voir un site comme Assassination Market, par exemple, ou un autre site où les types disent, voilà, on est 3 ou 4 tueurs, on opère au Canada et aux États-Unis, ou alors on opère en Belgique et en France, et on offre nos services. Pourtant, en fait, la question c'est, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est du bidon, en fait, quoi. Est-ce qu'il y a vraiment, en fait, des types dont on peut louer les services sur Tor? Bon, j'avouerai que j'ai pas envoyé de message pour dire, voilà, j'ai été contrôlé par la RATP et j'aimerais bien, en fait, assassiner le contrôleur, donc est-ce que vous pouvez faire ça proprement? Non, j'ai pas essayé de savoir, en fait, si vraiment c'était... C'est difficile, d'ailleurs, de le faire, mais bon, ce qui me donnait un peu la puce à l'oreille, c'est que je citais Assassination Market, qui était un site, vraiment, qui propose des services de tueurs à gages, mais qui propose aussi une autre chose, c'est un classement, une mise à prix des têtes des différents chefs d'État. Et la première fois que j'étais tombé sur ce truc-là, François Hollande était encore président, et j'avais remarqué qu'à l'époque, la cote de François Hollande était assez basse sur Assassination Market. Je m'étais dit, le malheureux, la malédiction des sondages le poursuit jusque sur le Darknet. Même là, il n'est pas populaire, même sur les sites de tueurs à gages. Ah bah il y en a qui l'ont fait, oui. Il y a le rappeur 50 Cent, bon il était déjà riche avant en fait, quoi, mais bon il est devenu encore plus riche avec les bitcoins, puisque à un moment où ça n'allait pas trop pour lui, il a vendu, c'était en 2014, il a décidé en fait de vendre son album et il se trouve que deux ans plus tard, enfin à partir de là, et puis 2 ans plus tard encore plus, le Bitcoin connaît une ascension fulgurante et 50 Cent a engrangé des millions à cause de la hausse des cours du Bitcoin. Le Bitcoin est quand même passé en 2017, enfin ça a été l'année où il a connu la plus grande progression. Et encore non, je crois même un peu moins. Et il termine l'année 2017 en frôlant les 20 000 $ pour un bitcoin, avant de s'écrouler en une semaine en passant de 20 000 à 10 000 $ en fait. Alors, les risques, ils sont assez difficiles à appréhender parce qu'on est tellement baigné dans cette société interconnectée qu'on a finalement du mal à concevoir les risques qu'on peut courir à utiliser ces outils de manière permanente. L'argument qui est souvent mis en avant, c'est finalement qu'est-ce que ça peut faire que je donne accès à mes données de navigation, à tant de données personnelles, puisque de toute façon, j'ai rien à me reprocher. Mais en disant ça, ça veut dire qu'on estime qu'on se situe dans une forme de norme sociale ou politique ou culturelle qu'on détermine finalement de manière très aléatoire, parce qu'en fait, il faut savoir qui détermine exactement cette norme, et cette norme, elle peut être amenée à changer, et finalement, est-ce qu'on n'est pas susceptible de se retrouver hors de la norme à un moment, et justement en but au pouvoir public ou au pouvoir social. Enfin, c'est un peu finalement la problématique des grands écrivains du totalitarisme, d'Orwell, c'est-à-dire que les gens qui sont victimes d'une répression totalitaire ne comprennent pas les règles qui les répriment. Ou
ou c'est ce que va expliquer Arendt à propos des totalitarismes, en fait. C'est le pouvoir central qui fixe ces règles. On vit pas dans des sociétés totalitaires. On parle souvent on dit oui, on est dans des formes de totalitarisme doux. On est dans des sociétés qui ne sont pas politiquement totalitaires. Enfin, je parle évidemment de la France ou des sociétés occidentales en général. Par contre, on est dans des sociétés qui ont des moyens de contrôle et de collecte des données bien plus importants que ceux des sociétés totalitaires. On parle souvent de la crise de la démocratie, mais les gens ont une grande confiance dans leur gouvernement démocratique, puisqu'ils estiment qu'il n'y a pas de problème, en fait. Finalement, les données qu'ils acceptent de livrer sur Internet sont collectées par des entreprises privées et sont possiblement collectées aussi par des autorités publiques qui peuvent en faire à peu près ce qu'elles veulent. Mais on part du principe qu'on vit dans des régimes qui restent des régimes libéraux, c'est-à-dire qui restent suffisamment respectueux des libertés individuelles pour ne pas faire n'importe quoi en fait avec ça. Donc je dirais qu'il y a un premier danger politique ici. Il y a un danger social aussi, c'est-à-dire que par exemple, si on va solliciter, je sais pas, des services sociaux, on veut s'inscrire dans une crèche, on veut contracter une assurance vie, on veut chercher du boulot, qu'est-ce qui nous dit qu'à un moment, ces données qu'on a finalement livrées sur Internet ne peuvent pas être utilisées par des acteurs privés ou publics pour nous interdire l'accès à certains services, services sociaux par exemple, ou à certains métiers, parce qu'on aura été un peu trop indiscret. Les recherches qu'on a pu effectuer sur Google ou ce qu'on a pu dire sur les réseaux sociaux va permettre de savoir qu'on souffre d'une malformation cardiaque ou quelque chose, nous empêcher d'avoir, je ne sais pas, tel type d'emploi, nous empêcher d'accéder à tel service social. Il y a la marchandisation aussi en fait, de l'individu elle-même. En fait, quoi. C'est-à-dire qu'au moment où, là en ce moment, on parle beaucoup le gouvernement évoque, sans l'évoquer, la possibilité d'étendre l'accès à la PMA, voire même d'autoriser la GPA. Ce que j'avais trouvé vraiment très dommage au moment de la manif pour tous, c'est que le débat, comme c'est malheureusement souvent le cas, s'était focalisé sur une espèce de dichotomie très arbitraire entre ceux qui sont opposés à la liberté, qui sont des homophobes intolérants, et ceux qui sont au contraire pour la tolérance, mais sans que quasiment jamais, en fait, on ne mette en avant des questionnements éthiques qui étaient, voilà, à partir du moment où vous pouvez concevoir un enfant avec l'aide de la médecine, vous pouvez aussi le concevoir selon des logiques purement commerciales, c'est-à-dire commencer à pratiquer une forme d'eugénisme basé sur le principe de l'enfant à la carte, en fait. L'extension du principe commercial à tout ne nous amène pas à des dérives totalitaires. Ça, c'est ce qui concerne les risques, je dirais, politiques et sociaux. Au niveau des risques, on va dire, un peu plus individuels, en fait. Je parlais tout à l'heure du panoptique de Bentham, de la surveillance de tous par tous sur les réseaux sociaux. On poste quelque chose sur Facebook, on recueille un certain nombre de commentaires. Si un type se met à nous insulter, ou 10 types se mettent à nous insulter, je sais pas, on fait un post, on va être tenté de revenir dans la discussion parce qu'on se fait quand même insulter publiquement, en fait, quoi. Dans une discussion, dans une soirée, dans un bar, ou dans un repas, en fait, on peut régler la discussion directement, en vis-à-vis, en fait, quoi. Ça laissera peut-être quelques mauvais souvenirs, ça pourra même éventuellement mener à une altercation plus violente, voilà, ça va se terminer peut-être éventuellement en pugilat, mais sur Facebook ou sur Instagram ou c'est une forme d'emprisonnement en fait virtuel, c'est-à-dire que on va être amené à revenir constamment, se justifier
face à la déferlante de commentaires qu'a entraîné tel post. Et c'est chronophage, ça peut être aussi destructeur pour l'individu. Là-dessus, en fait, les risques sont réels aussi, dans le sens où la diffamation sur les réseaux sociaux, la manipulation, peuvent être qui peuvent détruire des individus, peuvent être pratiqués à grande échelle, en fait. Donc, ça pose un problème, non seulement peut-être pour les plus jeunes, d'ailleurs, pour les adolescents, qui sont quand même qui peuvent être assez vulnérables, mais aussi pour les plus vieux. C'est-à-dire que l'image, et ça c'est important en fait, on construit sur Internet une image de soi en fait. À un moment, on peut perdre le contrôle sur cette image qu'on a construite sur Internet. Et le fait de perdre le contrôle de cette image, et ça paraît complètement superflu d'en parler comme ça, parce que ça paraît virtuel, mais en fait la perte de contrôle de cette image peut avoir des répercussions terribles dans la vie réelle. Là encore, sur le plan professionnel, sur le plan affectif, sur le plan amical, enfin sur tous les plans en fait, quoi. Internet est une caisse de résonance absolument fantastique. Ce qu'on y fait, ce qu'on y écrit, ce qu'on y dit, laisse des traces durables et laisse des traces qui sont potentiellement vues par des milliers, voire, si on est très connu, par des millions de personnes, quoi. Mais des milliers déjà, ou même des centaines, ça suffit, en fait, quoi. Autre risque encore, celui du piratage informatique. C'est-à-dire que les hackers du temps du film, comment s'appelait ce film avec War Games, film sorti à la fin des années 80, qui était assez sympathique, où on voit un teenager américain en fait, qui est un petit génie du hacking. C'est encore le hacking de la fin des années 80 ou des années 90, quoi, où il y a un type qui tape des lignes de code sur un fond noir en vert et qui réussit à prendre le contrôle des super ordinateurs de la CIA ou de l'armée américaine. Aujourd'hui, en fait, le hacking, enfin le piratage informatique, c'est devenu un commerce et une industrie, quoi. C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait de Tor. Sur Tor, on parlait des activités illégales. J'en ai pas évoqué une, c'est le piratage. Il y a sur Tor des dizaines et des dizaines de forums sur lesquels s'échangent des identifiants bancaires, des identifiants mail, toutes sortes de données personnelles, également des transcriptions de discussions de comités d'entreprise, toutes sortes de choses qui se vendent très cher. Et c'est pas juste quelques petits hackers en fait qui s'amusent à pirater le mail du voisin. C'est vraiment un commerce où on vend des dizaines de milliers d'identifiants mail, d'identifiants bancaires. Là encore, pour l'individu, ça peut être potentiellement destructeur. C'est-à-dire que prendre le contrôle de la caméra d'un ordinateur, voire même prendre le contrôle d'un ordinateur, c'est pas si difficile que ça, en fait, à faire, quoi. Certes, il y a des logiciels qui permettent de le faire et donc qui permettent, à l'insu même de l'utilisateur, je sais pas, de le filmer, de l'écouter, de repérer, enfin d'enregistrer les mots de passe qu'il tape sur son clavier, puis ensuite d'avoir accès à ses mails, etc., etc. Au fur et à mesure qu'on entre dans une utilisation de plus en plus intensive d'Internet, et au fur et à mesure qu'on est plongé dans une société de plus en plus interconnectée, on est toujours plus vulnérable à ce type d'attaque. Et le problème, c'est qu'il faut, pour s'en protéger, développer des compétences techniques qui feraient de nous finalement des informaticiens aguerris en même temps que des paranos complets en fait, quoi. Personne en fait n'a les moyens ni le temps, à moins d'être un informaticien aguerri et un parano fini en fait, quoi. Mais personne n'a les moyens et le temps, du moins comme vous et moi, le citoyen lambda, de développer ce type de compétences. Donc ça veut dire qu'en fait on est de plus en plus vulnérable aussi à ce type d'attaques qui peuvent faire très mal, parce que on a quand même beaucoup de notre vie sur Internet. Enfin, les comptes bancaires, les mails, les réseaux sociaux, toute notre utilisation quotidienne nous rend extrêmement vulnérables. Donc voilà, je verrai les dangers en fait ici. C'est-à-dire au niveau politique, cette collecte massive de données, ça met quand même dans les mains de grandes entreprises ou de gouvernements un moyen de fichage des individus quand même très efficace. Je dirais même que les entreprises privées ont des moyens de fichage des individus plus efficaces que les gouvernements eux-mêmes.
Sur le plan individuel, la réputation en fait, qui se construit sur les réseaux sociaux peut se retourner, peut-être salir. Enfin, il suffit de voir Twitter, par exemple, à quel point aujourd'hui les politiques sont obligés peuvent se ramasser sur un tweet malheureux. Ou alors les exploiter avec génie, comme ça a été le cas de Trump pendant sa campagne électorale, qui a su exactement comment exploiter, en fait, exister politiquement grâce à Twitter. Et sur le plan sécuritaire, l'extension du piratage informatique, quand je dis extension, les attaques de avril-mai 2017, ça a touché presque 200 000 ordinateurs utilisateurs et des institutions comme la Banque de Russie ou le système on va appeler ça le ministère de la Santé britannique, en fait, qui ont été bloqués pendant plusieurs heures, en fait, par des attaques informatiques dont l'ampleur n'avait jamais été vue jusqu'alors, en fait. Donc, il y a quand même des dangers qui sont réels, mais qu'on a du mal à réaliser parce qu'on est la tête dans le guidon, en fait, quelque part, et parce que la technicité nous empêche aussi peut-être d'en prendre complètement conscience, et parce que aussi l'ampleur, finalement, de ces dangers est suffisamment importante pour qu'on n'arrive pas, finalement, à réaliser ces risques. C'est ce qu'avait dit en tout cas Emmanuel Macron, qui avait appelé Quant. Donc Quant, c'est le moteur de recherche français, enfin avec quelques partenaires européens, mais c'est surtout français, donc KWANT, Quant. C'était je ne sais plus quand Macron avait dit que c'est quand il était ministre des Finances. Donc il avait appelé Quant le Google français. C'est une alternative. Alors au départ, techniquement, c'était pas tellement une alternative parce que Quant a été accusé d'utiliser les résultats de recherche de Bing, qui est le moteur de recherche développé par Microsoft. Je dirais que depuis quelques années, techniquement, ils se sont améliorés, donc ils ont leur propre algorithme de recherche et ça devient de plus en plus efficace. C'est-à-dire que au départ, quand j'avais commencé à utiliser Quant, je trouvais qu'en effet, je revenais sur Google parce que les résultats donnés par Quant n'étaient pas très satisfaisants. Là, je trouve que maintenant, en fait, vraiment, ils se sont améliorés et c'est beaucoup plus intéressant. Alors maintenant, il y a en économie la théorie des vases communicants, en fait, quoi. C'est-à-dire que je connais les chiffres pour DuckDuckGo, qui est une autre alternative. C'est le moteur de recherche anonyme, DuckDuckGo, comme Quant. Les deux garantissent à l'utilisateur qu'il n'y a pas de collecte de données, contrairement à ce que fait Google. DuckDuckGo, et je crois que Quant est à peu près au même niveau, revendiqué a passé la barre des 10 milliards d'utilisateurs depuis sa création. Google, c'est plus de 3 milliards d'utilisateurs par jour. Donc là, on est face à un déséquilibre. Quant aura beau être extrêmement efficace, tant que voilà, il n'y aura pas, à un moment, les vases communicants ne vont pas jouer en faveur de Quant, l'alternative patriotique, elle va rester très mince, quoi. C'est Google qui domine le marché de manière écrasante des moteurs de recherche. Donc maintenant, après, peut-être qu'en effet, Quant va réussir à devenir aussi un géant du numérique, mais il faut une telle masse aussi de financement et une telle capacité de recherche et développement que ça paraît difficile. Et puis il y a autre chose qui fait l'efficacité de l'algorithme de Google, c'est justement que Google capte les métadonnées de recherche et utilise ces données pour améliorer sans cesse, pour chaque utilisateur, la pertinence de ces résultats de recherche. Donc du coup, en fait, comme Quant ou DuckDuckGo en fait, ne pratiquent pas en fait, cette collecte de métadonnées, donc ils sont obligés d'utiliser d'autres moyens, mais leurs résultats de recherche sont moins pertinents. Cela dit, je trouve que Quant, c'est autant DuckDuckGo, je l'ai utilisé aussi, je trouve que en termes de pertinence, c'est pas terrible. Quant, ça s'est vraiment amélioré, quoi. Et puis ils ont un truc original, c'est leur présentation de page de recherche avec, ils présentent sur une même page les recherches, les résultats de recherche généraux, les résultats de ces recherches dans l'actualité, en vidéo, en images. C'est assez bien fait, mais bon, c'est un peu, pour l'instant, c'est David contre Goliath, et David n'a pas de lance-pierre, quoi. Alors là encore, ça reste
c'est une goutte d'eau dans l'océan, puisque le nombre d'utilisateurs de Tor, qui est le darknet le plus populaire, c'est 3 millions d'utilisateurs par jour. Aujourd'hui, on est presque à 4 milliards d'utilisateurs quotidiens d'Internet, donc c'est vraiment une goutte d'eau dans l'océan. Néanmoins, en fait, là où c'est intéressant, en fait, ces réseaux, c'est que ce ne sont pas des réseaux qui utilisent les extensions qui sont gérées par l'ICANN, qui est l'institution internationale qui attribue les noms de domaine en .fr, en .com, en .ru, etc. Et qui est une institution au départ de droit américain, en fait. En 2016, l'ICANN a été... ces statuts ont été modifiés pour, d'une institution purement américaine, en faire une institution comment dire, qui soit proprement parlée internationale, mais c'est toujours une institution de droit américain qui est dominée au conseil d'administration de l'ICANN, siègent les représentants justement des GAFAM. Alors, les darknets, eux, il n'y a pas d'extension en .com, en .fr. C'est-à-dire que l'ICANN ne peut pas mettre en fait la création de sites sur Tor ou sur Freenet échappe complètement à la législation de l'ICANN. Donc du coup, ça crée véritablement des internets parallèles sur lesquels l'ICANN n'a pas le droit de regard, dans lesquels il est très difficile pour les autorités publiques, même si elles le peuvent et si elles le font, d'intervenir, et finalement, des internets parallèles où il n'y a pas cette domination, on ne ressent pas cette domination de Google, Facebook, même s'ils sont présents dessus. C'est-à-dire qu'il y a un Facebook sur Tor, par exemple. Il y a un Facebook avec une adresse en .oignon. Parce que Facebook a senti le vent tourner à un moment, et en 2016, ils se sont dit, ça serait bien qu'on soit sur Tor aussi, notamment pour permettre aux internautes chinois, qui peuvent beaucoup plus difficilement accéder à Facebook en raison de l'existence du grand pare-feu chinois. Eux, ils vont sur Weibo ou sur QQ. Ça leur permet, en fait, Facebook s'est dit, grâce à Tor, on va pouvoir permettre aux internautes chinois d'accéder à Facebook sans se faire en contournant le pare-feu chinois. Donc, ce sont des alternatives auxquelles s'intéressent les GAFA eux-mêmes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression, quand on va sur Tor, ou plus encore, je dirais, sur Freenet, quand on va sur Freenet, de revenir à un Internet qui était celui du début du XXIe siècle, c'est-à-dire de la première, je dirais même la première moitié de la première décennie, les années 2000, 2005, avant justement que n'apparaisse Facebook, où les choses n'étaient pas aussi intuitives en fait. C'est-à-dire qu'on est obligé, c'est un peu la chasse au trésor, sur Freenet encore plus que sur Tor, on est obligé d'y aller à tâtons, faut pas cliquer quand même sur n'importe quoi, même si on exagère, il y a plein d'histoires horribles qui circulent sur Internet et qui racontent les déboires de malheureux utilisateurs qui se font kidnapper et découper en morceaux comment dire, parce qu'ils ont cliqué sur le mauvais lien sur Tor. Bon, ça participe du côté fantasmagorique du truc, mais bon, il faut quand même faire un peu attention. Puis bon, surtout à la base, c'est pas très simple en fait au départ à manier. Il faut installer le navigateur Tor, ensuite il faut aller taper sur Google, chercher le répertoire, le Hidden Wiki pour trouver qui répertorie des différentes adresses valides en .oignon. Ces adresses, c'est des suites de 16 caractères en fait, alphanumériques, c'est des lettres et des chiffres qui ne sont pas exactement parlants. Donc sur ce répertoire, sur le Hidden Wiki, il y a souvent une description sommaire du site vers lequel telle adresse renvoie. On clique dessus et puis en fait on progresse souvent de clic un petit peu au petit bonheur la chance. Sur Freenet, c'est un peu pareil. Mais du coup, c'est plus compliqué, mais en même temps, on perd un petit peu ce côté à la fois intuitif et intrusif qui caractérise aussi la pratique, comment dire, du web aujourd'hui, en fait, quoi. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des applications qui sont très intuitives, très simples à utiliser. Voilà, je sais pas, utiliser Snapchat ou WhatsApp, ça prend 2 secondes, mais quelque part, c'est très intrusif aussi, parce que justement, on parlait du CLUF tout à l'heure, en fait, on est très guidé dans son utilisation des outils Internet. Donc sur les darknets, il n'y a pas cet aspect-là des choses. C'est un peu... c'est le système D, en fait, qui prévaut, quoi. Et quelque part, c'est une forme d'alternative pour l'utilisateur, dans le sens où
ça pousse les développeurs de sites sur Tor ou sur Freenet eh bien, à développer d'autres approches des utilisateurs, d'autres outils, en fait, qui peuvent d'ailleurs être intéresser ensuite comment dire, les géants du numérique. Sur les darknets, c'est la loi du chaos, où il n'y a pas de modération, en fait, quoi. Donc il y a des forums en fait, avec des discussions mais complètement hallucinantes, en fait, quoi, où il n'y a aucune modération. Donc on imagine bien que ça va dans tous les sens et aux extrêmes, aux extrêmes les plus dingues. Mais en même temps, il y a aussi beaucoup de sites politiques qui propose des choses extrêmement intéressantes, justement un peu déconnectées de ce qui se passe sur, on va dire, l'Internet classique, où c'est quand même la loi de la vitesse, de l'accumulation, et aussi d'une certaine forme de politiquement correct, qui s'exerce aussi quand même beaucoup, notamment sur Facebook, et qui là n'a pas le droit de citer en fait sur les réseaux type Darknet en fait. D'un coup, on revient un petit peu à l'Internet du début du XXIe siècle où on avait l'impression que voilà, c'était un espace de liberté en fait, quoi, ce qui est moins le cas aujourd'hui en 2018. C'est le geek de 20 ans. Alors c'est en effet, ça que je trouve que c'est des personnages qui m'ont fasciné aussi, quoi, parce que Sean Fanning qui invente Napster par exemple, c'est le premier logiciel de peer-to-peer, en fait, pair à pair, c'est-à-dire de téléchargement direct de pair à pair, et qui va donner des cauchemars aux pontes de l'industrie musicale puis cinématographique pendant des années, et même amener finalement à revoir le modèle en fait le modèle de l'économie culturelle. Et il a 19 ans, en fait, quand il écrit Napster, il s'enferme chez lui, personne n'y croit, il programme son truc, il le sort, ça bouleverse... bon, Mark Zuckerberg, évidemment, il est aussi... c'est à Harvard qu'il était. Il est extrêmement jeune quand il développe Facebook, il doit pas être beaucoup plus vieux, il doit avoir 20 ans aussi, comme Fanning. Brad Cohen, qui développe BitTorrent, c'est pareil, il a 20, 21 ans. Bon, il y a des gens un peu plus âgés, il y a Louis Pouzin, dont je parlais tout à l'heure, et ça remonte un peu plus loin, ou Tim Berners-Lee et Louis Caillot, qui inventent le web au CERN en 1990, qui est aujourd'hui une application tellement évidente qu'on ne sait même plus qu'elle existe. C'est-à-dire qu'on oublie que le web, la toile, c'est une application logicielle qui permet de cliquer de lien en lien, qui aurait pu avoir des concurrents. Il y a eu à l'époque le concurrent du web qui était développé par des gens très jeunes aussi, s'appelait Gopher, dans l'université du Minnesota. Et puis en fait, Gopher, ils se sont fait mettre tellement de bâtons dans les roues par leur université du Minnesota que Gopher a périclité, alors qu'aujourd'hui, on pourrait, au lieu de dire je vais sur le web ou sur la toile, on dirait je vais sur Gopher en fait. Alors ça, en francisé, ça donnerait quelque chose de plus ridicule parce que du coup on dirait je vais sur la marmotte, parce que Gopher c'était la mascotte de l'université du Minnesota, c'était une marmotte, donc il l'a appelé Gopher. Mais en effet c'est pareil, Sergey Brin ou Larry Page, c'est des destins assez fascinants. En même temps, en fait, ça alimente aussi un peu un mythe de la Silicon Valley, en fait, quelque part, qui est aussi un peu trompeur. C'est-à-dire que Sean Fanning ou Brad Cohen ou Sergey Brin, c'est des personnages que je trouve très intéressants, très fascinants. Et en même temps, il y a un petit peu, quelque part... Voilà, c'est des personnalités qui vont alimenter aujourd'hui la fascination pour la modernité de tous ceux qui nous rabattent les oreilles avec la Startup Nation et qui vont prendre en disant « Regardez, les créateurs de Facebook, les créateurs de Google, ils ont changé leur époque. Oui, ils ont changé leur époque parce qu'ils n'avaient pas justement en fait des espèces de donneurs de leçons postmodernes en train de leur répéter « Allez les jeunes, il faut changer votre époque. » Non, ils n'écoutaient pas les gens comme vous en fait justement, quoi. Donc il y a en fait, je dirais que quand ces figures qui sont en elles-mêmes, enfin celles de Fanning, celles de Cohen, etc., qui sont en elles-mêmes des figures fascinantes, quand elles sont ensuite reprises par une doxa politique et par un discours qui sombre facilement dans le jeunisme, dans l'exaltation un peu bébête et technophile de la disruption technologique, ça devient tout de suite ridicule et très ringard, en fait, quoi. En effet, en fait, ces évolutions technologiques sont fascinantes et les individus qui les portent ont des parcours qui sont tout à fait romanesques, en fait, et passionnants. Maintenant, quand ça devient, comment dire, une injonction
quand ça devient une injonction politique, tout de suite ça devient plus dérangeant et aussi plus ridicule en fait, quoi. Et malheureusement, en fait, évidemment, ces figures-là alimentent aussi cette espèce de mythe jeune, beau et surfeur et doué en maths de l'étudiant start-upper de la Silicon Valley qui va fonder une start-up et devenir riche à millions. Alors, d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est les crypto-monnaies récemment en fait comment dire, sont devenues la nouvelle boîte à fantasmes en fait, quoi. C'est-à-dire que au tournant du XXIe siècle, il y a eu la folie des startups justement, quoi, d'ailleurs l'écroulement de la première bulle, de la bulle du Nasdaq. Et puis, on parlait du Bitcoin tout à l'heure, il y a eu la folie du Bitcoin. À un moment, juste avant le Bitcoin, j'ai remarqué que il y a quelques années, c'était les jeux vidéo. Voilà, enfin pas tous les lycéens, mais une partie en tout cas des lycéens voulaient travailler dans les jeux vidéo parce que ça rapportait de l'argent, ça permettait de faire des jeux vidéo. Bon, les crypto-monnaies en 2017, c'était un petit peu le même, je dirais, comme pour une partie des gens il y a des gens qui sont lancés là-dedans très sérieusement, mais il y en a une partie, je crois que ça a fait rêver aussi une partie des jeunes, voire très jeunes générations, qui se sont dit, ça y est, c'est le moyen de gagner plein d'argent, en fait, en bousculant toutes les règles. Alors qu'en fait, c'est comme toujours, quoi. C'est beaucoup d'appelés et peu d'élus, quoi. Il y a 3000 crypto-monnaies qui existent à l'heure actuelle, et il y en a plein qui apparaissent tout le temps et plein qui disparaissent en même temps, en fait, quoi. Donc il y a toujours cette même illusion, finalement, que les nouvelles technologies correspondent aussi à un coup de baguette magique qui, à un moment, vont soudain nous permettre de dépasser tous nos problèmes politiques, sociaux, culturels, économiques. Et cette fascination nous empêche aussi de voir, justement, tous les problèmes politiques, sociaux, culturels, économiques que ces bouleversements amènent avec eux, en fait, quoi. C'est le fait de comprendre, justement, ces risques, ces nouvelles problématiques amenées par ces bouleversements, qui a amené, justement, des gens comme Brun, comme Fanning, Cohen, justement, à prendre une petite longueur d'avance, ou Yann Clark, et à apporter eux-mêmes leur propre bouleversement, quoi.